Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Qui a emporté le débat d'entre-deux tours à vos yeux hier soir? Emmanuel Macron, Marine Le Pen, peut-être Gérard Majax? Je crois que les Français ont été clairs sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est Emmanuel Macron qui les a le plus convaincus, ce qui est assez logique. C'est ce que dit un sondage Elab ce matin pour BFM TV. Tout à fait. Ce qui est assez logique puisqu'on a d'un côté un projet clair, précis, et de l'autre côté, beaucoup de double langage. Beaucoup d'imprécisions. Le double langage, c'est je soutiens de la part de Marine Le Pen. Marine Le Pen soutient les Ukrainiens, mais vote contre les sanctions et les mesures d'aide à l'Ukraine. Marine Le Pen soutient le pouvoir d'achat, mais vote contre le bouclier tarifaire. Marine Le Pen soutient les femmes, mais vote contre la loi contre le harcèlement de rue, et tout est à l'avenant. Donc un double discours permanent et qui, au fil de la discussion, a été mis en évidence. On a pu avoir l'impression pendant une bonne partie de l'émission que chacun déroulait son programme tour à tour. Pas de grande surprise pour les électeurs qui s'étaient déjà intéressés au projet des deux candidats, mais c'était sans doute pas le cas de tous les téléspectateurs. Selon vous, qu'est-ce qui peut les avoir marqués hier soir? Quelles mesures particulières peut-être ont-ils retenues? Vous avez raison, c'était un débat de bonne tenue, hein, projet contre projet. Je crois que ce qui a pu marquer les téléspectateurs, c'est sur le pouvoir d'achat. On sait que c'était un sujet sensible pour beaucoup de Français. Et Marine Le Pen était censée être en terrain positif pour elle sur ce sujet. En tout cas, elle en avait fait un des points forts de son programme et de sa campagne. Et on a pu voir que concrètement, elle n'apportait pas les réponses attendues par les Français, puisque tant sur les sujets de l'énergie que sur les sujets des biens de première nécessité, ces mesures n'étaient pas efficaces par rapport à celles proposées et déjà mises en œuvre en partie par Emmanuel Macron. Et ça, c'était intéressant parce que ça a été confirmé dans la discussion et je crois que c'était une attente forte des Français. Laquelle des mesures d'Emmanuel Macron sera retenue, pensez-vous? Je pense que l'indexation des retraites, par exemple, à partir du 1er juillet, est une mesure qui est extraordinairement concrète pour les retraités qui, justement, s'étonnaient de n'avoir vu leur retraite progresser que de 1% en début d'année. Voilà un exemple très concret, mais le bouclier tarifaire sur le gaz naturel et sur l'électricité, tant que la crise durera, qui permet aux Français de ne pas voir d'augmentation du gaz naturel et de l'électricité, sont également des mesures très concrètes et efficaces. Pendant les phases de parole de Marine Le Pen, ou lorsqu'il lui répondait, Emmanuel Macron a pu donner l'impression d'une certaine condescendance dans son attitude. C'est un trait de caractère qu'on lui reproche depuis longtemps. Vous ne craignez pas que cette image ait été renforcée hier soir, que ça puisse détourner certains électeurs? Je crois au contraire qu'il a donné l'image d'un président qui était engagé, qui est passionné par ce qu'il fait et qui du coup lutte contre beaucoup de fausses vérités dites par Madame Le Pen. Je prends un exemple. Elle dit que la dette a progressé de 600 milliards d'euros, mais que seulement un tiers de cette dette est liée à la Covid. C'est évidemment faux et il faut remettre les choses en place, puisque 600 milliards de dettes, c'est à la fois la dette de l'État, bien entendu, les mesures que nous avons prises, mais c'est également les pertes de cotisations sociales des salariés qui, tandis qu'ils étaient pris en charge par l'État, ne payaient pas les cotisations sociales. Et fort heureusement. Et lorsqu'il lui dit « mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place du quoi qu'il en coûte ?», on voit bien qu'elle est incapable de répondre. Incapable de répondre. Je reviens à mes questions. Vous n'avez pas vu, vous, une forme de condescendance dans l'attitude, dans la gestuelle, dans la façon de répondre? Non. Beaucoup de commentaires vont dans ce sens-là ce matin. Moi, j'ai vu plus de l'agacement face à des contre-vérités. Parce que gouverner, c'est être confronté à la complexité. Et Marine Le Pen, si vous voulez, elle simplifie beaucoup les choses et elle donne à voir un monde en blanc et en noir. Et donc, je comprends que le président de la République, à certains moments, ait été surpris et été agacé par des propos qui n'étaient pas conformes à la réalité et qui mentent aux Français. Parce que ce qui est assez terrible, c'est que Mme Le Pen ment aux Français. Sur quel point? Je l'ai dit, elle soutient l'Ukraine, mais elle vote contre les sanctions. Elle soutient les femmes. De la duplicité que du mensonge. Exactement. Et puis, elle avance des chiffres qui sont erronés. Sur la dette publique, on l'a vu, sur le chômage, on l'a vu, et c'est vrai que ces éléments-là ne sont pas de nature à nourrir un débat serein. Marine Le Pen avait reconnu avoir totalement raté le débat de 2017, elle a eu une forme de revanche à prendre hier soir.
Elle s'est montrée plus posée, moins agressive. Est-ce que vous lui accordez d'avoir progressé depuis 5 ans? Oui, on voit qu'elle a travaillé, on voit qu'effectivement, dans la forme, elle a soigné son sourire. Il lui manque quand même encore à travailler le fond, puisque lorsqu'on gratte le vernis, on sent une fragilité dans ses propositions. Encore une fois, elle sait très bien porter la critique, la contradiction, mais lorsqu'on lui propose « mais qu'est-ce que vous aurez fait à la place ?» elle ne sait pas répondre. Je prends aussi un autre exemple. Il est assez frappant de voir qu'elle tire à boulet rouge sur les mesures prises par le président de la République en matière de fiscalité, en matière de code du travail, en matière de réforme. Mais en revanche, à aucun moment, elle ne revient. Elle le propose dans son programme de revenir sur ces mesures. Et donc, à chaque fois, c'est très ambivalent. Elle est contre, mais finalement, elle ne corrige pas dans son programme. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très concluant et très convaincant. Il y a eu un grand absent hier soir du débat, la maîtrise des finances publiques. Emmanuel Macron a quasiment fait de la hausse de la dette de 600 milliards d'euros dont on parlait un indicateur du succès de son mandat. Alors certes, il y a eu la crise de la Covid, mais les taux d'intérêt remontent. On est à 1,3% sur la dette à 10 ans, c'était 0,8 il y a un mois à peine. On s'en fiche de la maîtrise des déficits et de la dette? Non, je crois que ce qu'il a dit hier sur les 600 milliards d'euros de dette, qui sont donc que de la dette Covid, et il faut le préciser. Il faudra rembourser quand même. Il faudra évidemment la rembourser, c'est que cette dette, elle a permis à l'économie de tenir. Et elle a permis à l'économie de rebondir. D'accord, mais il n'y a pas eu grand-chose sur la suite, sur comment on améliore la situation. Lorsque l'économie tient et rebondit, elle est beaucoup plus en capacité de générer de la fiscalité, de générer des impôts et de générer des cotisations sociales pour rembourser les dépenses publiques. Je veux juste comparer les situations de 2008-2009 et de 2020. En 2008-2009, on a tout serré. On a eu plus de 140 000 emplois détruits dans l'industrie. On a eu des centaines de milliers d'emplois qui ont été détruits. Et lorsqu'on a redémarré, la dette a progressé de 15 points, donc à peu près la même chose que là, sauf que la croissance était à zéro et le chômage a bondi. Lorsqu'on regarde 2020, on a cette progression de la dette qui est importante, 15 points de PIB, sauf que la croissance est à 6% et que le chômage est au plus bas. Et c'est ça la clé par rapport au remboursement de la dette. Et derrière, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que la volonté du président de la République, c'est de diminuer la dette. Il a même donné des dates à partir de 2025 avec une trajectoire de retour à la normale. Il n'empêche, Édouard Philippe, ce matin sur RTL, reconnaît qu'on a très peu parlé des déficits et il espère que ce sera un sujet pour les législatives. En tout cas, ça sera un sujet important parce que nous devons être solides en termes de crédibilité par rapport à l'international, par rapport à l'Europe. Il n'y a pas de danger sur le montant des intérêts, sur tout ce que cette montagne de dette va nous coûter? Je crois qu'aujourd'hui, on est à un niveau de taux d'intérêt de 1,3% qui reste historiquement bas, mais ce qui est nouveau, c'est que nous allons apprendre à vivre avec de l'inflation. Et donc, un certain nombre de paramètres de notre économie vont évoluer, qu'il s'agisse de l'inflation, des taux d'intérêt, mais ce n'est pas pour ça que nous n'aurons pas une trajectoire crédible sur nos finances publiques. Et tout l'enjeu, c'est de poser cette trajectoire crédible de finances publiques. Et en tout état de cause, il n'y a pas d'argent facile, mais il y a des mesures crédibles de redressement du pays. Et c'est Emmanuel Macron qui les propose. Emmanuel Macron a mis en cause l'indépendance de Marine Le Pen, car le RN a emprunté à une banque russe proche du Kremlin. Elle lui a répondu qu'elle avait été obligée de se tourner vers un établissement étranger parce qu'aucune banque française ne lui avait accordé d'emprunt et que la banque de la démocratie voulue par François Bayrou n'avait pas vu le jour. Est-ce qu'elle n'a pas raison sur ce point? Est-ce qu'on peut lui reprocher de s'adresser à ceux qui veulent bien la financer? Alors, je voudrais quand même juste préciser une chose. Elle a fait son emprunt en 2014. Donc, elle est assez inopportun d'interpeller Emmanuel Macron, qui est devenu président en 2017. Elle a choisi de faire son emprunt avant qu'il y ait une réflexion sur la Banque pour la démocratie. Et par ailleurs, elle vient de renouveler un emprunt avec la Hongrie. Et elle a choisi une candidate qui atteint le second tour pour la deuxième fois et des problèmes pour financer sa campagne auprès d'établissements français. Et elle a choisi une banque qui est proche des intérêts du Kremlin. Elle aurait pu choisir des banques de toute nature. Elle est allée naturellement vers le Kremlin. Peut-être elle n'a pas essayé l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie, la Belgique. Si vous voulez, ça ne tient pas debout 2 secondes. On sait très bien qu'elle a une proximité avec
Vladimir Poutine. Elle se fait prendre en photographie avec des membres de l'équipe de Vladimir Poutine. C'est pas seulement avec un dirigeant qu'elle discute, c'est avec ses équipes. Et donc, à un moment, là aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle n'est pas indépendante vis-à-vis du pouvoir russe. Ce n'est pas vrai. Les sondages étaient favorables à Emmanuel Macron ces derniers jours. Les commentaires ce matin sont le donnent plutôt gagnant de ce débat, gagnant au point plus que par KO. Est-ce que vous pensez que le deuxième tour dimanche s'est plié ? Je crois qu'il ne faut jamais dire qu'un deuxième tour est plié, a fortiori lorsqu'on est confronté à un candidat de l'extrême droite. Parce qu'on reste quand même dans ce logiciel-là. Un candidat de l'extrême droite qui fait de la préférence nationale son drapeau, un candidat d'extrême droite qui est pour la sortie de l'Union européenne mais n'assume pas cette sortie, c'est-à-dire qu'il vous explique qu'il n'en respectera plus les règles du jeu, qu'il ne paiera plus le budget, mais que néanmoins il restera avec les autres États membres. Évidemment, cela n'a pas de sens. Un candidat d'extrême droite qui surtout n'a pas de programme économique et social crédible. Donc le 24 avril, il est très clair, il faut faire barrage à Madame Le Pen, il faut voter Emmanuel Macron. L'abstention et le bulletin blanc, c'est un bulletin qui va pour Madame Le Pen. Et je crois que nous sommes très conscients que dans ce vote, ce n'est pas un blanc-seing, un chèque en blanc pour Emmanuel Macron, et que l'enjeu derrière sera aussi de rassembler les Français et d'être à l'écoute des Français dans notre mode de gouvernement. D'un mot, Jean-Luc Mélenchon. Les Français nous remettent au gouvernement. D'un mot, Jean-Luc Mélenchon a déjà fait l'impasse sur le deuxième tour de cette présidentielle. Il donne rendez-vous aux électeurs aux législatives. Il se rêve à Matignon à la tête d'une majorité de gauche. Une cohabitation Macron-Mélenchon, c'est une menace sérieuse ? Écoutez, je crois qu'on verra dans la campagne des législatives. Il me semble que ce n'est pas ce que les élections du premier tour ont dit. Il y a une dynamique à gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a une dynamique à gauche, mais qui est une dynamique du vote utile. Dans ce pays, le vote de gauche n'a pas disparu, contrairement à ce qu'on veut dire. Une partie est chez Emmanuel Macron, je suis une représentante, une partie est chez Jean-Luc Mélenchon. Mais derrière le vote de Jean-Luc Mélenchon, il y a en fait toute une palette de votes de sociodémocrates assez proches de nous, jusqu'au Parti communiste, qui n'ont pas tant de choses à voir avec Jean-Luc Mélenchon sur un certain nombre de points. Je pense notamment au wokisme, qui est clairement une ligne de fracture entre, par exemple, le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon. Vous serez candidate à ces législatives ? C'est un point que je déciderai dans les jours qui viennent. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher. Je vous remercie.